Eh bien, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire dédié au vivant et à l'innovation. Donc, c'est un webinaire co-organisé par les directions environnement et innovation du MEDEF. Et donc, on est ravis du nombre d'inscrits et des participants qui vont continuer de nous rejoindre. Euh, Euh, si peut-être Sophie, couper ton micro, je sais pas si c'est ça qui fait écho. Désolée, merci. Donc, je suis Mona Rivet, chargée de mission environnement au MEDEF, en charge notamment de la biodiversité. Et donc, Gérald, je te laisse te présenter. Et bonjour à tous, Gérald Calagnan, je suis directeur de mission innovation au sein du MEDEF et je m'occupe des sujets d'innovation et de start-up. Voilà. Alors, en termes juste un petit point logistique avant d'inviter nos intervenants à se présenter brièvement. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Le webinaire est enregistré comme vous aurez pu le voir et le support de présentation vous sera également partagé à l'issue de cette rencontre. Je vous invite à bien fermer vos micros pour éviter tout bruit parasite pendant le webinaire. Et enfin, pour toutes les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On essaiera de prendre à la fin de chacune des interventions 1 ou 2 questions. Et sinon, nos intervenants se feront un plaisir de vous répondre dans le chat directement. Alors peut-être petit tour de table. Je vous invite à vous présenter peut-être par ordre d'intervention. Sophie? Bonjour à tous. Donc Sophie Marquis, je suis déléguée générale de l'ACDV. Donc ACDV veut dire Association Chimie du Végétal. Et je vais vous parler de comment la bioéconomie, en s'appuyant sur le vivant, donc transforme nos déchets en ressources, nos cultures en matériaux innovants et nos industries en acteurs de la transition. Merci Sophie. Caroline? Bonjour à tous, je suis Caroline Pétini, je suis la directrice RSE et communication externe de la société Afiren, une société de biotech qui s'inspire du vivant pour produire des solutions à partir du vivant pour le vivant. Merci Caroline. Alain, je vous en prie. Bonjour, je suis ravi d'être là. Alain Renaudin, moi j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle New Corp Conseil et puis on me connaît un peu plus sous l'étiquette créateur et fondateur et organisateur de l'événement Biomime Expo. J'essaye de provoquer des catalyses qui sont des réactions chimiques pour provoquer du mouvement et faire grandir des idées qui s'inspirent du vivant pour innover, pour nous, petite espèce, essayer de faire moins de bêtises. Merci beaucoup. Merci Alain. Et enfin Christian? Bonjour à tous, Christian Leroux, société M2I. Nous fabriquons des produits alternatifs aux pesticides, des phéromones. Nous sommes membres du MEDEF Béarn-Soul. Nous sommes une des centaines de milliers de PME qui font partie de cette grande maison que est le MEDEF, qui n'est pas seulement le CAC 40, mais qui est aussi les PME. Et je participe activement auprès de Mona aux activités de la commission du comité environnement du MEDEF. Alors, donc je vais tout d'abord vous donner une petite définition de la bioéconomie. Donc, derrière ce terme un peu conceptuel, en fait, il y a une réalité qui est simple, hein. Il s'agit d'utiliser des ressources issues de la nature, agricoles, forestières, maritimes ou encore les biodéchets, pour produire de l'alimentation, des matériaux, de l'énergie et des produits qui sont utiles à notre quotidien, et cela donc en alternative aux ressources fossiles. Donc, les acteurs et les membres de la CDV, donc Association Chimie du Végétal, donc eux se focalisent plus sur la fabrication de molécules et de matériaux donc biosourcés, donc ils sont en jaune et en orange sur ce schéma, donc à partir de la biomasse, donc plutôt que le pétrole. Et donc, dans le reste de mon intervention, quand je vais évoquer ces produits, je vais parler de produits biosourcés, issus donc de la biomasse biosourcée. Donc la bioéconomie, ça englobe l'ensemble des activités donc liées à la production, à l'utilisation et à la transformation de la biomasse des bioressources. Vous voyez donc à droite là de cette slide les chiffres économiques. Donc c'est une réalité économique et industrielle. Alors on a en France 50 plus de la moitié des énergies renouvelables qui sont issues de la biomasse. Pour le secteur de la chimie, qui est un peu la mère de toutes les industries, on a déjà 11% des ressources qui sont utilisées, qui sont issues
du végétal. Et récemment, une étude européenne a montré qu'on avait et les technos et les dispos de ressources pour faire 20%, utiliser 20% du carbone renouvelable dans la chimie. Et cet objectif de 20% est cohérent avec une communication qu'avait faite la Commission européenne sur le carbone durable, le cycle des carbones durables, et donc un objectif donc de transition, et donc notamment dans le secteur de la chimie. Donc la bioéconomie, vous le voyez sur le schéma, donc ça regroupe un large champ d'activités. Alors, ce que le schéma ne montre pas, c'est que l'agriculture en tant que telle, c'est un domaine où les solutions de la bioéconomie, on trouve tout leur intérêt. Donc c'est l'innovation par le vivant au service du vivant. Et ça, Christian de M2I vous le présentera bien tout à l'heure. Et ce que le schéma ne montre pas également, ou pas suffisamment, c'est toute l'interdépendance des filières entre elles. Là, on a un schéma où on voit les filières qui sont très verticales, comme si les productions étaient un peu indépendantes les unes des autres. Or, dans le secteur de la bioéconomie, au contraire, on est dans des productions associées, des valorisations en cascade, des interdépendances. On utilise beaucoup le terme de systémique. Et c'est vrai que là, le schéma, bon, ben voilà, c'est un peu simplificateur. Il est très vertical, alors que la bioéconomie est très circulaire. Donc, faut voilà, avoir en tête que la bioéconomie, c'est les ressources issues du vivant, c'est le socle de cette bioéconomie. Mais la bioéconomie ne doit pas être vue comme une simple, et alors je mets des gros guillemets autour du mot simple, substitution technique, c'est-à-dire remplacer une molécule fossile par une molécule biosourcée. C'est pas qu'une option technologique, on va le voir, et c'est la slide d'après, c'est un vrai levier de la transition. Alors, donc sur les 3 piliers du développement durable, environnement, économie et social. Alors, si je commence par l'environnement, pour bien comprendre en fait le bénéfice environnemental des produits biosourcés, il faut comprendre, et c'est le petit schéma en haut, il faut comprendre qu'en fait les végétaux, pour croître, captent du CO2 de l'air lors de leur croissance. Donc les végétaux ont un effet pompe à carbone. Et les végétaux sont des ressources renouvelables. Alors, ça ne veut pas dire infini, mais elles sont renouvelables selon des cycles annuels ou pluriannuels selon les espèces. Mais donc voilà, elles sont renouvelables, et il y a un effet neutre sur le climat du fait de ce carbone capté au cours de la croissance. À l'inverse, c'est vrai que les ressources fossiles sont une ressource de stock dans lequel on puise, et quand on le déstocke, ça va alimenter le CO2 de l'air, et donc participer au réchauffement climatique. Donc l'ADEME a quantifié en fait ce bénéfice ou cet impact des produits biosourcés vis-à-vis de la trajectoire carbone. Vous avez les chiffres, donc 28 millions de tonnes de CO2 captées, 9 millions de tonnes de pétrole évitées. Et donc ça, c'est que pour le périmètre chimie matériaux, ça ne tient pas compte de l'énergie. Donc voilà, sur les impacts environnementaux, là, je n'ai parlé que de gaz à effet de serre, mais il faut avoir en tête que les produits biosourcés, de fait d'utiliser le vivant, ont des impacts bénéfiques et autres que uniquement le gaz à effet de serre. C'est déjà beaucoup, hein, mais souvent des profils écotox, qui sont intéressants. Mais là, c'est vrai que je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais les intervenants suivants pourront le faire. Sur les deux autres piliers, donc le côté économie et social, donc les chiffres économiques, je vous les ai donnés dans la slide précédente. Ce que je voudrais peut-être juste souligner ici, c'est qu'avec la bioéconomie, on offre une possibilité de transition qui relocalise. En créant des chaînes de valeur qui sont locales. Donc, en fait, en s'implantant dans les territoires, donc au plus proche de la ressource, de la matière première, donc la biomasse, donc la bioéconomie, du coup, contribue à une réindustrialisation souveraine et permet de revitaliser les territoires. À la CDV, on édite une carte où on recense tous les sites autour du biosourcé, et il y a plus de 640 sites, et je pourrais vous la présenter. On voit que c'est vraiment bien réparti dans tout le territoire. Et en fait, contrairement à l'idée
idée reçue parfois que territoire rime avec artisanal. Relocaliser les chaînes de valeur, c'est pas contradictoire avec de l'industrialisation et c'est pas contradictoire avec de l'innovation. Et c'est justement la slide suivante où je vais vous montrer tous les points d'innovation autour de la bioéconomie. Alors, il y a sur les trois volets, les produits, les procédés et la chaîne de valeur. Alors, sur les produits, donc les produits biosourcés donc, adressent toute une série de marchés applicatifs très variés. Donc, il y a l'agriculture, il y a la cosmétique, la détergence, la peinture, voilà, toute une série. Vous avez quelques images qui vous sont présentées. Donc, la plus-value des molécules et produits biosourcés, donc c'est leur faible empreinte carbone, j'en ai parlé, mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, toutes les propriétés intrinsèques qui viennent du vivant. Le vivant, c'est une formidable source d'inspiration, c'est un labo de R&D de plusieurs millions d'années, ça, Alain vous en parlera, mais donc le vivant contient en lui-même des propriétés qui sont intéressantes pour faire des produits innovants. Donc, on peut avoir des plastiques biosourcés qui sont plus respirants pour améliorer la conservation des fruits et légumes. On peut avoir des isolants biosourcés dans le bâtiment qui ont des performances thermiques, acoustiques, hygrométriques qui sont supérieures. On peut avoir des colles dans des panneaux de bois qui sont moins émettrices de composés organiques volatiles, donc ça fait un air plus sain. C'est des biocomposites qui allègent les voitures et les voiliers. Bon, voilà, plein d'exemples très intéressants. Pour aller plus loin, il y a l'ADEME a édité un guide sur les produits biosourcés que je vous invite à consulter. Au niveau des procédés, en tant que tels, donc, la bioéconomie est également innovante. Alors, les procédés de chimie s'intègrent tout à fait dans les principes de la chimie verte, les 12 principes de la chimie verte et l'appareil, Caroline vous en parlera. Peut-être petit focus que je voudrais faire sur l'image du bas qui représente les biotechnologies industrielles. Et ça, c'est tout à fait innovant. En fait, il faut avoir l'image que demain, l'usine du futur, bah, c'est la cellule. On est capable de programmer des micro-organismes, des levures, des bactéries, pour faire fabriquer une molécule d'intérêt. Et donc là, on a plusieurs exemples. On a des levures donc, qui fabriquent des arômes ou des protéines de lait, mais sans avoir besoin de lavage. Je peux faire la référence aux bactéries qui transforment du CO2 ou des déchets pour faire des pigments ou des textiles. Et puis aussi, on peut parler des microalgues qui peuvent fabriquer des compléments alimentaires ou des bioplastiques. Donc, et ce qui est intéressant aussi avec le vivant et la bioéconomie, c'est que comme on est dans des conditions du vivant, on est dans des températures et dans des conditions de pression qui sont douces, on est dans le vivant, il faut le protéger, et donc on est souvent moins impactant que des procédés pétrochimiques traditionnels. Et sur la chaîne de valeur, c'est aussi vraiment intéressant. Donc là, l'image qui vous est présentée, c'est pour illustrer la bioraffinerie, qui est l'unité de transformation de la biomasse en plusieurs produits. Et donc la bioraffinerie, à l'image de la raffinerie pétrolière, alors toute proportion gardée, hein, bien évidemment, la bioraffinerie craque la biomasse pour en faire toute une série de produits. C'est là où je vous parlais d'interdépendance entre les filières. On produit de façon concomitante plein de produits alimentaires et non alimentaires. Et donc, on est dans une optimisation des valorisations, une optimisation des ressources. Et dans une bioraffinerie, les déchets des uns deviennent des ressources des autres. Donc, on est tout à fait circulaire. On est dans des boucles qui sont locales de production, transformation, consommation. Et l'exemple de la bioraffinerie de Saint-Avold, où est Afiren, et en est un bel exemple. Voilà donc moi pour mes 10 minutes de présentation un petit peu du contexte. Vous le voyez, c'est innovant et Caroline va vous présenter un exemple tout à fait concret de chimie du végétal et d'innovation. En 3 mots, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des coproduits de biomasse par fermentation naturelle pour proposer des solutions qu'on veut bénéfiques pour le vivant. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est parti, nous, notre objectif, c'est vraiment le principe de base de la bioéconomie, c'est de remplacer les ressources fossiles dans l'industrie. Finalement, d'ailleurs, c'est assez récent hein, qu'on utilise le pétrole pour faire des produits, des matériaux, hein, jusqu'à
assez récemment dans l'histoire de l'humanité, quand même, on utilisait le vivant, hein. Donc, on s'est dit, voilà, on doit pouvoir revenir d'une certaine façon, en tout cas, réutiliser ce savoir-faire qu'on avait auparavant et qu'on a peut-être, sur certains pans, un petit peu perdu. Et l'idée, c'est de se dire pourquoi utiliser et aller déstocker du pétrole qui a mis des millions d'années à se fossiliser, si on peut faire autrement et s'inscrire finalement utiliser des ressources renouvelables et s'inscrire dans le cycle du carbone du vivant, qui est un cycle beaucoup plus court pour le coup, hein. Le carbone biogénique et biologique se renouvelle beaucoup plus rapidement que le cycle du carbone fossile. Et donc, on est vraiment dans un enjeu de décarbonation au sens défossilisation. Donc, quoi de mieux pour faire ça que de s'inspirer du vivant? Eh ben, voilà, la nature, on le sait tous, hein, c'est la plus grande usine de production au monde. Je crois qu'on n'a jamais réussi à égaler sa variété, sa diversité et tout ce qu'elle peut offrir et l'homme n'a de cesse de s'en inspirer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en développant donc cette technologie qui est une technologie vraiment inspirée du vivant qu'on considère complètement biomimétique puisqu'on transforme des résidus de biomasse par fermentation en utilisant des micro-organismes naturels. Donc peut-être qu'on peut passer au slide d'après où il y a vraiment le schéma qui explique voilà, ce que fait Afiren. Alors, il y a eu des petits loupés de couleurs, mais en tout cas, le texte est là et c'est ça qui compte. Donc, on utilise des matières premières renouvelables, donc de la biomasse. Et la particularité de notre techno, qui est très proche, encore une fois, du procédé de fermentation qui existe dans la nature depuis des millions d'années, c'est que du coup, il peut s'adapter à différents types de biomasse. Donc ça, c'est une des grandes forces de la techno d'Afiren. On n'est pas spécifique à un type de biomasse, ce qui nous permet de sélectionner. Et donc, on a fait ce choix d'utiliser des résidus de biomasse. Donc ça, c'est une grande force. On n'a pas toujours cette possibilité. Si on peut le faire, autant le faire. Donc, on utilise des résidus de biomasse qu'on transforme par fermentation avec des micro-organismes naturels. Donc, finalement, ce qui se passe dans la nature, voilà, un peu partout, on le reproduit dans des gros pour le coup dans une usine qui ressemble à tout sauf à la nature, hein. Vous en voyez une petite photo ici. Elle est d'ailleurs située sur une plateforme industrielle qui est une très grosse plateforme pétrochimique pour le coup historiquement, mais qui est en train de se reconvertir progressivement. Donc, dans notre usine, dans des grands tanks de fermentation, on fait notre transformation biologique pour obtenir des produits, donc 7 acides biosourcés. C'est pas des molécules nouvelles, hein, c'est des molécules qui existent dans la nature encore une fois depuis toujours, mais qui sont aujourd'hui utilisées dans l'industrie, qui sont beaucoup utilisées dans l'industrie dans différents secteurs applicatifs parce que c'est des molécules intermédiaires qui peuvent être soit utilisées telles quelles, soit dérivées en d'autres molécules avec d'autres propriétés, faire des matériaux, faire des ingrédients, voilà, tout type d'applications. Et en l'occurrence, elles ont des propriétés antibactériennes, olfactives notamment, et de conservation qui sont très intéressantes pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale, les arômes et parfums, mais aussi, comme je disais, pour faire des matériaux plastiques, pour faire des lubrifiants et même des solutions d'ailleurs pour la cosmétique, la pharma ou l'agriculture. Donc le champ est vraiment large parce que ce sont des petites molécules très versatiles et un peu des molécules socles de la chimie. Donc, on fabrique ces 7 acides qui sont des acides carboxyliques, hein. On va de l'acide acétique à l'acide caproïque en version 100% biosourcée. Donc, tous les atomes de carbone dans ces molécules sont d'origine biologique. Et donc voilà, donc ces solutions, alors je vais revenir à la technologie qui est inspirée du vivant, qui est biomimétique. Donc l'avantage d'utiliser des micro-organismes naturels et un procédé vraiment qui est proche de celui du vivant, c'est d'une part, on peut utiliser différents types de matières premières, ce que je vous disais, mais d'autre part, on peut recycler l'eau dans le système. Donc ça a beaucoup d'avantages, hein, le fait d'avoir finalement la technologie la plus simple possible. Et donc, forcément, un impact environnemental beaucoup plus faible. Et quand l'usine tournera à pleine capacité, on pense même qu'on va générer, on sera en surplus d'eau parce que la biomasse qu'on utilise contient elle-même de l'eau et donc on va
probablement pouvoir avoir un surplus d'eau qu'il faudra qu'on valorise. On utilise tous les principes de la chimie verte qu'évoquait Sophie, donc à la fois la biotech industrielle et à la fois de la chimie verte. Le procédé en lui-même, il est complètement circulaire, puisque tout ce qui rentre dans le système est valorisé. Donc, on a des résidus de biomasse qui sont fermentés pour fabriquer nos 7 acides biosourcés, et l'eau est recyclée. Et la seule chose qui reste, c'est un résidu solide qui est utilisé en agriculture biologique comme engrais. C'est un produit qui est riche en potassium et qui donc a une valeur agronomique forte. Donc au final, on a à la fois un engrais qui revient au vivant, donc pour boucler la boucle, et on a aussi nos produits finaux, alors qui peuvent être utilisés dans des applications qui n'ont rien à voir avec le vivant, mais la plupart des applications qu'on vise sont des solutions en lien avec le vivant. Comme je vous disais, ça peut être l'alimentation, mais ça peut être aussi l'agriculture. Donc d'une certaine façon, il y a quand même une certaine cohérence assez forte pour tout ça. Et ces solutions donc, ont l'avantage d'avoir effectivement des bénéfices environnementaux, comme l'évoquait Sophie, une empreinte carbone divisée par 5 par rapport aux produits pétrosourcés qui remplacent, une empreinte eau qui est très fortement minimisée, qu'on n'a pas encore réussi à bien quantifier parce qu'on n'a pas forcément d'outils de mesure aujourd'hui bien disponibles, mais dont on sait qu'elle est extrêmement faible. Et un impact aussi sur la biodiversité qui est aussi très minimisé, du fait notamment qu'on utilise des résidus de biomasse. Ça nous permet voilà, de ne pas avoir d'usage de sol supplémentaire lié à la culture ou d'autres choses. Et on engage aussi des échanges et des discussions. Et là, c'est là que Sophie l'a dit, elle parlait de coproduits des uns qui sont utilisés par les autres. Voilà, tout ça, c'est pas chacun dans son coin. On a des chaînes de valeur qui sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Et donc, on commence évidemment à travailler très étroitement avec notre fournisseur de matières premières parce que c'est vraiment ce qui est le plus stratégique pour nous, c'est la matière première qu'on utilise et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour encore améliorer la durabilité de ces matières premières et aussi aider les agriculteurs parce que cette matière première qui sont des résidus de biomasse, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais notre usine qui est basée à Saint-Avold, elle utilise des résidus de betterave à sucre. Donc ce sont les coproduits des sucriers qui transforment la betterave à sucre en sucre. Et nous, on utilise les déchets, hein, donc c'est la pulpe et la mélasse de betterave qu'on va transformer. Donc, tout en amont de la chaîne, il y a bien quand même des agriculteurs qui cultivent cette betterave à sucre. Et l'enjeu, c'est aussi de pouvoir, à un moment donné, travailler avec eux, collaborer et les aider à aller dans des démarches régénératives. Évidemment, on est une petite entreprise, donc on ne peut pas encore tout faire. Mais en tout cas, on a bien cette vision de s'inscrire dans une démarche régénérative autant que possible à tous les niveaux pour contribuer et préserver le vivant et contribuer à le régénérer parce que il y a une conviction personnelle enfin personnelle de l'entreprise et des fondateurs, qu'il faut s'inscrire évidemment dans ces limites planétaires. Et puis aussi tout simplement que en fait c'est presque une question de survie de l'entreprise. Donc voilà un petit peu pour un exemple concret de comment le vivant peut être complètement intégré dans les processus d'une entreprise et comment ça nous aide à innover. Et finalement, le fait d'avoir un procédé comme ça qui est très proche du vivant, plus ça va, plus je me rends compte que les connexions sont très très étroites. Aussi sur le fait que sur les enjeux de robustesse dont on parle de plus en plus, on se rend compte que dans la nature, les choses ne sont pas toujours ultra optimisées. On ne prend pas forcément le chemin le plus court pour arriver quelque part. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des tas de backups possibles et qu'en tout cas, la nature est résiliente, se régénère quand elle est détruite et que les espèces vivantes arrivent à trouver des solutions d'entraide et de résilience. Et notre procédé, qui peut se différencier d'autres procédés de biotechnologie qui sont fantastiques parce que très optimisés et qui arrivent de manière très performante à faire une réaction pour un produit, mais de manière voilà, très ciblée, très forte, et c'est très très utile, notamment en industrie pharmaceutique. Je dirais que le modèle d'Afiren est assez différent
puisque on est plutôt sur une technologie qui va viser la robustesse et la résilience, qui fabrique 7 molécules d'un seul coup et on les sépare par la suite. Et ça, c'est aussi une force finalement du procédé. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Alors, petite question avant de donner la parole à Alain. Donc, dans le chat, on nous demande, est-ce qu'Afiren a des contacts avec les rectorats pour intégrer ces enjeux de biotechnologie dans les programmes de formation des futurs agriculteurs? Alors non, pas du tout. On a des contacts avec les écoles de formation et notamment les personnes qu'on va embaucher dans notre usine. Donc on est plutôt quand même sur des écoles de formation en chimie, en biotechnologie, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a encore pas du tout initié d'échanges sur la filière amont et encore moins sur la formation de la filière amont, pour être honnête. Mais merci de l'idée. Ce sera des perspectives à prendre en compte. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur les propos de Sophie et Caroline, évidemment. Et puis, vous allez découvrir juste après moi avec Christian quelque chose d'assez fabuleux. Et donc, je vais laisser le domaine de l'agriculture à Christian. Ça me démange parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup d'innovations bio-inspirées en matière d'agriculture, parce que vous aurez remarqué qu'on a quelques enjeux agricoles. Et je suis très heureux d'être là sur ce webinaire du MEDEF pour parler de biodiversité et d'innovation. Et donc de biomimétisme, pour une raison assez simple, c'est que le vivant, c'est les plus belles boîtes du monde et les plus anciennes. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de redécouvrir, honnêtement, aujourd'hui, depuis quelques années. C'est en train d'accélérer. On est en train de passer de la recherche, parce que tout ça se nourrit de sciences et de connaissances. Vous ne pouvez pas vous inspirer d'un truc que vous ne connaissez pas. Et encore moins que vous ne respectez pas. Et donc, tout ça est en train d'accélérer. Ce n'est pas forcément très bien identifié et repéré auprès de l'ensemble des entreprises. C'est tout le travail qu'on mène depuis quelques années pour essayer d'acculturer le milieu économique, politique, associatif, etc., à toutes ces questions-là, pour vous donner un peu en rafale des choses un peu concrètes. C'est que le point de départ, c'est que ce qui est nouveau, c'est pas de s'inspirer du vivant pour faire l'innovation. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. En fait, ces sciences du vivant, le biomimétisme, ce sont des vieilles disciplines. On n'appelle pas ça une science parce que c'est très pluridisciplinaire. Et c'est aussi pour ça que c'est très créatif. Quand vous mettez un entomologiste et un ingénieur autour d'une table pour régler un problème, généralement, ça crée des idées neuves. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a besoin de produire moins de déchets, comme ça a été rappelé à l'instant. On a besoin de consommer moins d'énergie, moins de matière, etc., pour préserver notre écosystème, pour se préserver nous-mêmes. Et on est en train de reprendre conscience que le vivant qui est autour de nous, c'est un super designer, c'est un super logisticien, c'est un super fabricant de matériaux. Comme ça a été dit généralement, enfin pas généralement, tout le temps à température ambiante et à pression ambiante. Nous, pour fabriquer du verre, il nous faut 1500 degrés et beaucoup de pression. Des diatomées, organismes unicellulaires marins, fabriquent du verre à température ambiante à partir de la silice qui est dissoute dans l'eau. Ces diatomées, c'est des boîtes qui ont 300 millions d'années de R&D. Ça a été dit aussi tout à l'heure, la robustesse, non pas la maximisation comme on fait nous en réflexe humain, mais l'optimisation. On n'est jamais abouti, c'est comme nous, hein. Et donc, les entreprises du vivant qui sont autour de nous, c'est des procédés d'essais-erreurs qui ont des dizaines ou des centaines de millions d'années. La vie sur Terre, c'est 3,8 milliards d'années. Tout n'a pas 3,8 milliards d'années, mais disons qu'il y a beaucoup d'organismes autour de nous qui ont des dizaines ou des centaines de millions d'années. Quand vous observez un oiseau, c'est une boîte, c'est un avion qui a 150 millions d'années de R&D. Et donc, quand Richard Whitcomb, dans les années 70, a des problèmes de turbulence sur ses ailes d'avion à la NASA, et qu'il observe un rapace, et qu'il observe que les grandes rémiges primaires, les grandes plumes à l'extrémité des ailes des rapaces sont relevées, il se dit, tiens, pourquoi c'est comme ça? Il doit y avoir une bonne raison, parce que le principe de l'évolution darwinienne, c'est que ce qui ne fonctionne pas et ce qui n'est pas adapté est éliminé. Donc, ce que nous voyons autour de nous, ça fonctionne. Donc, on se pose la question de pourquoi c'est fait comme ça et quel service ça rend. Et petit à petit, il relève les ailes des avions, on appelle ça les winglets aujourd'hui. Ça permet d'économiser quelques pourcents de carburant et de réduire les turbulences. Je vous donne comme ça quelques exemples, on y reviendra. Le vivant est un super designer et fabricant de matériaux.
Nous sommes aussi un matériau assez génial. Vous prenez vos structures osseuses. C'est de la structure alvéolaire. Il y a plus d'air que de matière. Aujourd'hui, vous avez des startups comme Medulatio, Romuald Vigier, ou des cabinets d'architecture comme Béchu Associés, pour les Parisiens qui connaissent la tour D2 à la Défense, avec une espèce d'exosquelette. C'est inspiré des structures osseuses, c'est 40% de béton en moins pour les mêmes capacités de portance. Parce que nos os ne sont pas pleins. Grand principe du vivant. Et c'est ça qui inspire les entrepreneurs, les entreprises aujourd'hui, c'est que le vivant est toujours économe. Il est malin. C'est pas de la high-tech, c'est pas de la low-tech, c'est de la smart-tech. Il économise de l'énergie, de la matière. Nos os ne peuvent pas être pleins. Ça serait trop énergivore à fabriquer, trop lourd à porter. Et donc, il y a plein de stratégies, et ça a été rappelé par Sophie tout à l'heure, qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent être multi-échelles. C'est-à-dire qu'on peut être très techno, très nano, et vous allez regarder une structure osseuse et vous allez en faire un matériau qui va être capable d'absorber des chocs, de dissiper de l'énergie, de consommer moins de matière. Vous pouvez aussi regarder une aile bleue de papillon morpho pour faire de la coloration sans chimie, sans pigment. Ce beau papillon bleu d'Amazonie, il a 4 strates d'écailles empilées d'une certaine manière qui créent une diffraction de la lumière blanche. C'est du bleu sans chimie. D'accord? Donc, ça répond à des enjeux. Soit parce qu'on a envie d'évoluer, soit parce que vous avez des directives, Rich ou d'autres, qui vous disent, ben voilà, demain, vous ne pourrez plus utiliser telle ou telle molécule. Donc, c'est des outils d'optimisation, de création de valeur et d'anticipation. Dans le médical, le vivant, c'est aussi une source d'inspiration pour des super biotech du médical. J'en donne juste 2. CoreWave, c'est une pompe cardiaque à ondulation. Qu'est-ce qui fait que les poissons vont vite dans l'eau? Un espadon voilier, ça va à 120 km/h dans l'eau. Ça va à la vitesse d'un guépard dans un élément 60 fois plus résistant que l'air. Comment il fait? Il ondule. Il n'a pas d'hélice. Il ondule. CoreWave, c'est une pompe cardiaque avec un espèce de disque petit que vous faites onduler, vous créez une vaguelette, ça va propulser le liquide de l'extérieur vers le centre avec plus d'énergie, à plus de puissance à isoénergie au départ. Vous réduisez ce disque, vous en faites une plus petite pompe cardiaque qui est moins intrusive, qui a plus d'autonomie énergétique et qui va être plus soft sur le flux sanguin et qui va recréer du pouls, de la pulsatilité que les patients n'ont pas aujourd'hui avec des pacemakers traditionnels. Ils ont levé 80 millions. Les startups du biomimétisme, rien qu'en France, depuis quelques années, ça a levé plus d'un demi-milliard d'euros. Plus d'un demi-milliard d'euros. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une approche poétique. On est sur une approche poétique et philosophique. Fondamentalement, je pense que c'est d'abord une révolution culturelle. Mais derrière, on est sur des outils de création de valeur. On est sur des outils d'innovation disruptive. Et vous pouvez le regarder à plusieurs échelles. On a aujourd'hui des conséquences de plus en plus dramatiques avec mort d'hommes, du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, et notamment sur nos villes, avec des crues subites, des inondations, des effondrements, des coulées de boue, etc. Quand vous regardez le vivant, il n'est pas hermétique. Aujourd'hui, il y a un courant mondial qui s'appelle les sponge cities, pour voir comment débitumiser, déshermétiser nos espaces urbains, pour recréer du cycle vertical de l'eau, pour les rendre plus résilientes. On est en train de regarder et de faire, en Chine notamment, des énormes espaces urbains où on va réintégrer des zones humides dans les villes. Parce que ce sont des zones tampons qui vont permettre à la ville d'être plus résiliente, d'être plus robuste, comme Caroline l'a dit tout à l'heure, spéciale dédicace Olivier Amand. Donc, il y a plein de façons d'appliquer le truc, et c'est aussi un formidable outil de management, et avec une puissance narrative qui est phénoménale. Et moi, ce que j'observe, c'est que les gens qui s'intéressent à ça sont des gens passionnés, enthousiastes, positifs et qui entraînent. C'est-à-dire qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte, on reprend conscience qu'on n'est pas seul au monde, qu'on n'a même pas à inventer le développement durable, il existe tout autour de nous, qu'il faut juste qu'on change le regard sur le vivant qui nous entoure, ce n'est pas juste de la matière et du stock ou un décor de vacances, et qu'on lui fasse une place dans nos boîtes, en lui demandant, et il y a des outils qui se développent avec de l'IA, je pense à Asteria et d'autres, en lui demandant comment il ferait pour résoudre le problème qu'on a posé sur la table. Et en fait, à partir de là, ça génère tout un tas de pistes qu'on a un peu oublié de regarder. Finalement, la bio-inspiration, le biomimétisme, l'innovation au service de la biodive, c'est un chemin qu'on avait un peu oublié de prendre. On était passé à côté, et donc on le redécouvre. Donc on est en train d'ouvrir la barrière là, qui était un peu envahie
Et on découvre un univers absolument fantastique. Parfois, le chemin est un peu escarpé, mais franchement, la vue est belle. Merci, merci Mona, merci le MEDEF pour organiser cette présentation de toutes les innovations, notamment dans le monde agricole, puisque M2I, nous sommes une entreprise 200 personnes, quarantaine de familles de brevets, 150 autorisations de mise sur le marché, puisque nous devons soumettre nos dossiers à autorisation auprès de l'ANSES en France et dans les agences similaires dans les autres pays de la planète. Et nous fabriquons ce que l'on appelle les phéromones. C'est un peu le teasing d'Alain tout à l'heure. Alors les phéromones, qu'est-ce que c'est? Ce sont les odeurs sexuelles que sécrètent les insectes femelles pour communiquer avec les mâles et surtout pour attirer les mâles pour pouvoir se reproduire. Et en fait, ce que nous faisons, nous reproduisons ces odeurs pour empêcher les mâles de trouver les femelles. Et donc, nous les empêchons sous diverses formes, soit sous forme de piégeage. On met une odeur de phéromone dans un piège, le mâle arrive, se dit génial, il y a 50 femelles qui m'attendent. En réalité, il n'y en a aucune, il tombe dans le piège. Et une femelle non fécondée, c'est entre 400 et 500 larves en moins par femelle. Nous avons également des méthodes plus romantiques, que nous appelons la confusion sexuelle. Nous faisons des nuages de phéromones, nous faisons de la pulvérisation, nous fabriquons des nanocapsules à base de cire d'abeille et d'huile de tournesol totalement biodégradables et nous insérons ces phéromones à l'intérieur des nanocapsules. Ces nanocapsules se dilatent progressivement et créent ce que l'on appelle un nuage de phéromones. L'insecte rentre dans le nuage, se dit génial, il y a 1000 femelles qui m'attendent, en réalité il n'y en a aucune. Et là, il meurt de son cycle de vie naturel et comme pour le piégeage, la femelle non fécondée meurt de sa mort naturelle également. Et puis nous avons inventé pour nous adapter au monde agricole et aux besoins du monde agricole des méthodes d'application qui sont au plus proches des besoins des agriculteurs. Pour la vigne, par exemple, nous avons inventé des petits clips fabriqués à base de lin et de polymères biodégradables, puisque les viticulteurs font le palissage de leurs vignes. Et on fait un geste 2 en 1, c'est-à-dire que ce petit clip est imbibé de phéromones et au lieu de faire 2 gestes, de mettre de la phéromone et de mettre un clip, l'agriculteur ne fait qu'un seul geste sur ses vignes. Donc on s'adapte au fur et à mesure. Et puis le plus ludique, qui fait toujours sourire, notamment Alain, nous avons fabriqué aussi un concept de paintball. Nous fabriquons des billes de paintball à base de cire d'abeille et d'huile de colza cette fois-ci. Et à l'intérieur de ces billes de paintball, nous mettons nos phéromones et nous tirons sous les arbres hauts, type les pins, pour lutter contre la chenille processionnaire du pin, type les noyers, les noisetiers ou voire des pommiers. La bille explose sous la canopée et crée ce nuage de phéromones qui empêche ainsi les insectes de se retrouver. Et donc le principe, c'est vraiment de s'inspirer du vivant, comme le dit si bien Alain, s'inspirer du vivant pour reproduire quelque chose qui ne tue pas. Contrairement aux pesticides traditionnels qui tuent tout sur son passage, nous sommes spécifiques espèce par espèce. Lorsque l'on veut lutter contre le charançon rouge du palmier sur la croisette de Cannes que nous protégeons, ou contre la chenille processionnaire du pin, contre les pins de la Baule que nous protégeons, ou contre la pyrale du buis sur laquelle le château de Versailles lutte et que nous protégeons également, à chaque fois c'est spécifique espèce par espèce et sur un espace donné. C'est-à-dire que, je donne souvent l'exemple, à Versailles, la forêt de Marly, vous avez des millions de pyrales du buis qui se reproduisent, mais sur le potager du roi et le potager de la reine, vous n'en avez pas parce que nous avons réussi à limiter leur accès sur cet endroit qui est magnifique. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'il y a des possibilités pour le monde agricole. Et je réponds indirectement à la question qui a été formulée tout à l'heure pour Sophie ou Caroline, je ne sais plus. Nous travaillons avec les instituts supérieurs d'agriculture. Nous travaillons également avec les lycées agricoles pour que tout ce qui est le monde du biocontrôle, puisque nous faisons partie de cette famille du biocontrôle, puisse être enseigné non seulement aux lycéens, mais ensuite dans la formation des enseignants et ensuite en formation continue pour les agriculteurs. Car nous avons compris et nous avons conscience qu'aujourd'hui, la santé du monde agricole, la santé des riverains, avec le dernier rapport de l'ANSES sur les problématiques d'épandage, mais surtout aussi la santé du consommateur final, doivent être au cœur de nos préoccupations. Et c'est pour cela que nous faisons cette promotion de toutes ces solutions alternatives qui existent. Nous travaillons main dans la main avec le WWF, mais en parallèle, nous travaillons également main dans la main avec la FNSEA.
Et la FNSEA, du temps de Christiane Lambert, avait créé ce qu'elle a appelé les contrats de solutions. Et donc, elle propose aux agriculteurs toutes les solutions qui peuvent exister sur le marché pour réduire l'utilisation des pesticides, réduire l'utilisation des herbicides, réduire l'utilisation des fongicides qui peuvent avoir des conséquences sur la vie quotidienne des agriculteurs. Et donc, cela montre aussi une volonté de plus en plus forte du monde agricole de s'adapter. Après, la question régulière que l'on me pose, je ne tue pas, j'empêche la reproduction, est-ce que je suis aussi efficace qu'un produit traditionnel? Oui. D'abord parce que nous sommes soumis à l'ANSES à des contrôles très stricts, à la fois sur la non-toxicité, la non-écotoxicité, l'absence de résidus, l'absence de conséquences dans les eaux, les sols et les sous-sols, mais surtout sur l'efficacité du produit qui doit être aussi efficace qu'un produit traditionnel. Et donc nous pouvons et nous devons démontrer cela auprès des autorités sanitaires dont nous dépendons. Et donc enfin, pour ne pas être trop long, pour que vous ayez quand même une idée, sur 1 hectare de vigne, nous mettons 135 grammes de phéromones mélangés avec 1 litre d'eau. C'est-à-dire que ni vous ni moi ne pouvons sentir cette odeur qui, elle, est extrêmement intéressante et importante pour les insectes qui veulent se rencontrer. Et donc, c'est quelque chose qui n'a aucune conséquence au quotidien sur la vie humaine, sur la vie de l'agriculteur, sur la vie du riverain et enfin sur la vie du consommateur final. Et puis pour vous faire sourire, puisque nous travaillons non seulement avec les particuliers, vous trouverez tous les produits à base de phéromones chez Gamme Vert, Jardiland, etc., viennent à 90% de chez nous. On travaille avec les collectivités territoriales, puisque la loi l'AB interdit l'utilisation des pesticides avec le 0 pesticide. Et puis nous travaillons bien évidemment avec tous les agriculteurs, qu'il s'agisse des coopératives, des négoces, en France et à l'étranger. Nous venons de remporter un marché d'appel d'offres de 100 000 hectares en Argentine pour la protection de toutes les vignes de Mendoza, le grand vignoble argentin. Et donc, nous essayons de travailler également dans le monde entier. Et à côté de cela, une petite activité parallèle, nous faisons aussi des phéromones animales. Et donc, nous reproduisons des odeurs, notamment pour celles et ceux qui ont des chats. Nous avons un produit phare qui s'appelle le Feliway. Je fais un petit peu de publicité, même si ce n'est pas nous qui le distribuons, qui reproduit l'odeur de la mamelle de la maman chat, parce que quand le chaton naît, il est aveugle, et il se nourrit à l'odeur, et donc rejoint sa maman à l'odeur. Et on s'est rendu compte que cette odeur était un apaisant pour chat. Et en travaillant là-dessus, on s'est aperçu que cet apaisant pour chat était également un répulsif pour les souris. Et donc, on a commencé à travailler, notamment à la demande du ministère de l'Agriculture et également de la FNSEA, sur ce concept de répulsif. Et on a, pour la 2e année, des essais très conclusifs sur la lutte contre le loup. Vous savez que le loup est un vrai sujet, aussi bien pour le WWF que pour la FNSEA. Et donc aujourd'hui, le loup n'est pas seulement arrivé dans nos alpages, il est également arrivé jusqu'à Guingamp ou jusqu'à Rennes. C'est-à-dire qu'il s'est propagé sur le territoire. C'est une espèce que l'on veut protéger, donc la chasse au loup est très très réglementée. Et on s'est rendu compte que le loup a peur du loup. Et donc, on a réussi à reproduire une molécule dans des excréments de loup qui fait que lorsque le loup s'approche d'un troupeau de brebis autour desquels on met un petit collier avec imbibé de cette odeur, le loup s'approche et se dit ouf, danger, il y a un autre loup ou une autre meute que je ne connais pas dans la zone, et donc il s'en va. Et donc nous travaillons actuellement très étroitement avec nos amis italiens, suisses et également les autorités françaises pour développer ce concept de répulsif loup pour faire en sorte qu'on réduise la facture qui est très lourde pour le ministère de l'Agriculture d'indemnisation, de gestion de patous et puis d'aide pour les éleveurs. Donc voilà très rapidement, Mona, une présentation globale de ce que l'on peut faire avec du vivant concret. Peut-être Christian, Caroline, vous interrogez sur la dynamique de développement de vos entreprises respectives et de la place que la R&D y occupe éventuellement. Caroline, je te laisse. Ouais, moi, je peux en 2 mots rapides. Si j'ai un message politique à passer, nous dépendons essentiellement du crédit impôt recherche. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel le gouvernement et surtout le Parlement
ne doit pas toucher. Grâce au crédit d'impôt recherche, les petites entreprises comme les nôtres, pour que vous ayez une idée, hein, un pesticide traditionnel chez Bayer, BASF et compagnie, c'est 5 ans de R&D, 5 ans de mise sur le marché réglementaire, 250 millions de dollars. Pour une entreprise comme la mienne, c'est 2 années en laboratoire et d'essai en champ, 1 année réglementaire et 1 million d'euros. Mais si je veux sortir 50 produits, je suis incapable de le faire. Et donc, grâce au CIR, aujourd'hui, ça fait partie des avantages que l'on a en France par rapport à d'autres pays de pouvoir bénéficier de cette aide de l'État. Mais je ne sais pas ce que Caroline veut dire. Donc, perspective de développement. Donc, nous, on a une usine, on a 3 sites en France, une usine à Saint-Avold qu'on est en train de démarrer en termes de production. Et notre enjeu, c'est de pouvoir, développer cette usine pour pouvoir répondre à la demande. On a une vraie demande, hein, de la part des secteurs applicatifs pour des solutions biosourcées. Donc, on veut développer notre usine, augmenter même sa capacité de production et pouvoir s'implanter dans d'autres régions du monde où il y a aussi une forte demande marché et on veut avoir nos sites de production au plus proche des marchés et de la biomasse qu'on utilise. Donc voilà nos perspectives, nous développer industriellement et puis prouver que, comment dire, prouver le succès, hein, de ce modèle. On n'est pas encore complètement au bout du tunnel, même si on a franchi des très très grandes étapes. Donc on a encore un petit peu de chemin, on est moins avancé, je pense que, enfin c'est sûr même que M2I. Voilà, et la R&D occupe une place importante. On est constamment en train d'innover, pour améliorer notre technologie, innover pour tester des nouveaux types de biomasse. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Notamment aller vraiment sur le stade ultime des biodéchets, par exemple, mais ça peut être d'autres choses. Donc oui, la R&D occupe une place importante chez nous. C'est 20% du budget. Enfin voilà, c'est vraiment important. Merci beaucoup. J'ai quelques questions qui sont apparues dans le chat. Alors peut-être plus à destination de Christian. Alors on me demande quel est le profil des collaborateurs chez M2I et plus globalement quels sont les profils des startups et également quelle est la part des produits à base de phéromones utilisés versus les pesticides traditionnels en France. Merci. Donc, les collaborateurs, déjà, je suis quasiment le plus âgé. Moyenne d'âge entre 30 et 35 ans, c'est essentiellement des chercheurs ou des ingénieurs en chimie, en entomologie, en biologie. C'est vraiment des profils hyper motivants parce que quand vous les croisez le matin, on sent que ce sont des jeunes motivés et se disant ben, on va faire quelque chose de bien pour la planète. Donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant et de, c'est bien, c'est positif. Les profils des startups, vous avez de tout. Vous avez ce qu'on appelle un écosystème qui s'appelle la ferme digitale, dans laquelle vous avez à peu près 250 entreprises qui vont à la fois sur le micro-organisme, sur les huiles essentielles, sur les drones, sur tout ce qui peut améliorer le fonctionnement quotidien du monde agricole. Et c'est un très beau système, un très bel écosystème. La part des produits à base de phéromones aujourd'hui, je dirais que on est à peu près à 5 à 10% par rapport aux produits conventionnels, traditionnels, et dans le monde aussi, mais ça progresse naturellement. Et puis, il y a des prises de conscience d'État. Aujourd'hui, vous avez 40 pesticides qui ont été interdits sur le territoire de l'Union européenne. La France, avec le président de la République, lors de la présidence française de l'Union européenne, a réussi à pousser ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui partent du principe que les pays hors Union européenne qui continuent à utiliser des pesticides interdits sur le territoire de l'Union ne pourront plus exporter leurs produits agricoles. Et donc, il y a des contrôles très fermes qui sont faits, notamment il y a des tonnes de tomates qui ont été repoussées à la frontière espagnole, des tonnes de cerises venant de Turquie qui ont été repoussées à la frontière italienne. Les tomates venaient du Maroc. Donc nous, ça nous aide. Quand on va au Maroc et qu'on dit on peut vous trouver des solutions pour continuer à exporter vos tomates, et ce sont des solutions propres, ben, j'ai obtenu mes homologations pour mes produits au Maroc. Merci Christian. On a une petite question de Sébastien. Oui, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sébastien Sureau, je suis directeur de mission au pôle transition écologique du MEDEF. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'est donc, Christian, tu as parlé du CIR et je voulais savoir s'il y avait d'autres dispositifs d'aide
auxquels les uns et les autres vous faites appel, que ce soit auprès de l'ADEME, des agences de l'eau ou du ministère de l'Agriculture, de l'INRAE. Voilà, est-ce que ces organismes sont là éventuellement pour vous accompagner dans votre développement? Ça, c'était ma première question. La seconde, ça s'adresse plutôt à Caroline. Concernant les interdépendances finalement avec vos différents confrères, on comprend que vous essayez de créer des boucles à l'échelle de vos territoires, mais du coup, ça peut aussi créer parfois des fragilités quand il y a un membre du maillon de cette chaîne qui vient à se retrouver un petit peu lui-même en difficulté. Pour différentes raisons, des raisons à la fois économiques, des raisons de changement de modèle d'affaires et autres. Et comment est-ce que vous gérez cette question du risque au sein de votre chaîne? Voilà. Merci pour cette question. Du coup, je vais peut-être prendre ma part des réponses. Donc, effectivement, la gestion du risque, c'est un vrai sujet. Et on est d'ailleurs en pleine réflexion là-dessus. Je pense que l'important, effectivement, c'est toujours pareil, on ne peut pas dépendre d'un seul fournisseur, c'est ce qu'on se dit toujours. Et sur les clients, évidemment, on a un grand panel de clients et de marchés. Le fait qu'on puisse livrer, nous, et servir des marchés très différents, c'est une grande force parce que le jour où un marché va un peu plus mal, c'est sûr que voilà, ça permet de diversifier et puis d'avoir des marges aussi variées, etc. Donc ça, c'est très bien. En termes de fournisseurs, euh, le tout, c'est effectivement d'arriver à construire une vraie relation forte avec des fournisseurs solides, évidemment, en qui on a confiance. On a fait ce choix d'avoir un fournisseur important et stratégique parce que ça nous permet de nouer un partenariat à long terme. Je crois que ce fournisseur de matières premières, et c'est public, hein, c'est le groupe Südzucker, qui possède d'ailleurs la marque Saint-Louis. Il n'était pas forcément habitué à faire ce genre de partenariat et de contrat pluriannuel. Donc voilà, c'était un petit peu innovant la façon de travailler avec lui, mais c'est quand même une très grande force et on ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Mais c'est vrai qu'il faut en permanence analyser, faire de la veille et s'assurer qu'il n'y a pas de et surtout faire une veille sur le monde agricole, comme vous dites. La biomasse, c'est pas comme le pétrole, donc les aléas sont différents. Il y a des aléas liés au changement climatique. On est en train de revoir notre vue des risques et de vraiment pousser l'exercice assez loin pour bien comprendre, appréhender et anticiper au maximum. Après, on vit aujourd'hui dans un monde fluctuant et je crois que les entreprises doivent comprendre que euh, il faut évaluer les risques, il faut les anticiper et au maximum, mais il faut aussi apprendre à travailler correctement dans un monde fluctuant, sans avoir de certitude. Donc ça, c'est un point important. La force de notre techno, c'est qu'on puisse utiliser différents types de biomasse. Donc ça nous permet quand même de minimiser les risques. Voilà, donc j'ai pas encore une solution malheureusement toute facile, mais il y a différents leviers de ce type à activer. Et en termes d'organismes qui nous soutiennent, bah oui, hein, suivant le stade de maturité de l'entreprise, on va aller, on aura eu différents soutiens, suivant si c'est plutôt du soutien pour l'innovation, on a eu des fonds boosters, on a eu des pépinières ou des fonds de ce type-là. La BPI nous aide beaucoup et vraiment partie prenante pour aider à l'industrialisation. On a un peu bénéficié des programmes assez ambitieux de la France dans le programme Industrie verte, France Relance. C'est quand même des outils, enfin voilà, qu'on accueille avec beaucoup d'enthousiasme. On a un peu l'impression d'être toujours un petit peu en avance de phase, nous, et de pas toujours réussir à cocher toutes les cases. Mais honnêtement, il y a des dispositifs aujourd'hui en France qui sont très bienvenus, que ce soit alors des fonds européens aussi. Il faut pas oublier les fonds européens. On a bénéficié du programme pour la bioéconomie CBIJU, là, vraiment un très très beau programme qui nous a aidé à accélérer l'émergence de notre bioraffinerie, des fonds ADEME et puis des fonds de France Relance. Mais voilà, donc ça, c'est un très bon soutien et on est ravis d'en bénéficier, mais il ne faut pas dépendre que de ça et il faut aussi aller chercher des fonds privés, des soutiens, des partenaires économiques qui s'impliquent. En complément, nous, en ce qui nous concerne, on a bénéficié d'un PNRI de l'INRAE sur la recherche pour remplacer les néonicotinoïdes, dont on a beaucoup parlé avec la loi du plomb, pour lutter contre la jaunisse de la betterave et le puceron de la betterave. On a effectivement aussi bénéficié du plan France Relance et du plan relocalisation.
Et on a bénéficié de France Stratégie 2030, puisqu'on vient d'avoir une belle aide de l'État sur le sujet. Et puis, j'en profite peut-être pour faire de la pub, Mona et Sébastien. On a réalisé au comité environnement un très beau guide sur les aides qui existent pour les entreprises qui travaillent qui recherchent des financements dans l'environnement notamment. Et donc, peut-être qu'on pourrait mettre le lien de ce guide parce que c'est un travail qui a été fait il y a plus d'un an et qui mérite d'être valorisé. Oui, alors c'était pour évoquer un peu les défis. Donc, on a vu tout ce que la bioéconomie, les produits biosourcés pouvaient apporter. Mais ils ont en effet des enjeux un peu spécifiques. Et comme le disait Caroline, il y a des besoins de financement. C'est une industrie de temps long et le temps long des industriels et de la R&D est pas toujours concomitant ou cohérent avec le temps de la politique ou le temps des investisseurs qui souhaitent des retours sur investissement rapides. Donc c'est vrai que là on a une problématique de temporalité. Quelques enjeux voilà au niveau des consommateurs qui sont très à l'écoute et très en demande de ces produits, mais qu'il faut encore avec qui il faut expliquer, communiquer, expliquer et mettre en avant les produits biosourcés. Ça, c'est un enjeu. Il y a un enjeu technologique et on le sait, d'optimisation. Hein. Quand je disais que c'était simple, en disant avec les guillemets, donc clairement, il y a un enjeu de R&D. Il y a des verrous économiques et d'être compétitif par rapport aux produits pétrosourcés ou d'autres produits auxquels on veut se remplacer, on veut se substituer. Et une compétition internationale très forte. Christian en a parlé par rapport à un level playing field. On n'est pas les seuls à avoir vu la bioéconomie comme un enjeu stratégique. Et là, il y a vraiment une course contre la montre pour que l'industrialisation se fasse aussi en Europe. Et verrou réglementaire, clairement, mais ça, c'est un travail qu'on fait avec d'autres associations pour avoir une cohérence. Voilà, pour pas être trop longue. Et là, je vous invite juste à lire la phrase de l'ancienne commissaire qui parle de la bioéconomie. Je ne vous ferai pas l'offense de parler en anglais. Vous voyez, ce sont ces mots et bien sûr, on y souscrit. Merci beaucoup, Sophie. Et pour finir, Alain, un petit mot de conclusion? Merci beaucoup. Déjà, donner rendez-vous à tout le monde le 28 octobre à Bioimexpo au Palais du Pharaon à Marseille. Vous découvrirez un écosystème assez fabuleux. Deuxièmement, dire que tout ça est encore assez nouveau et émergent. Donc, c'est chouette. C'est des occasions de créer de la valeur, de se différencier, d'être disruptif, etc., d'être original. Et en même temps, il faut persévérer et croire dans ce qu'on fait. Moi, ma conviction profonde, c'est que c'est de toute façon le sens de l'histoire, qu'on n'a pas d'autre avenir que celui de protéger la biodiversité qui nous entoure, parce que tout simplement, on en dépend. Ça paraît assez banal de le dire comme ça. J'aimerais que les enjeux biodiv montent au niveau des budgets carbone dans les boîtes. Parce que la biodiversité est une solution au problème carbone. Si on a un excès de carbone dans l'air, c'est parce qu'on tue le vivant et qu'on ne peut pas le réintégrer dans les puits de carbone naturels parce qu'on a tué le vivant. Et donc, quand vous innovez en vous inspirant du vivant et que vous rendez en même temps service au vivant, et vous travaillez aussi sur le bien commun et c'est une façon de préserver votre business. 80% du business des LVMH dépend de la biodive. Donc, personne n'est hors sol. Personne n'est hors sol. Et donc, la dynamique est assez formidable. Ce n'est pas toujours évident à attraper parce qu'il n'y a pas de biologiste dans les conseils d'administration des boîtes, pour dire les choses simplement. Et donc, il faut s'immerger dans l'écosystème. Il faut s'immerger dans l'écosystème. Il faut rencontrer des gens comme Afiren, comme M2I, la CDV aussi, bien sûr. Mais il y a des gens avec plein de compétences partout qui ne sont pas forcément les compétences que vous avez déjà autour de la table. Ce n'est pas grave, c'est normal. Donc, il faut aller un peu à l'extérieur, et y compris jusqu'à la recherche. On a une recherche en France qui est absolument fabuleuse. On n'en parle jamais, jamais. Mais on a une recherche en France qui est d'excellence mondiale. Et la recherche aujourd'hui, là aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est les solutions de demain. Et donc, vos solutions, elles ne sont pas forcément chez vous aujourd'hui dans vos équipes, même si vous avez des équipes formidables.
Donc, il faut aller au contact, il faut s'ouvrir. On en a un tout petit peu parlé, le vivant, il est bourré de capteurs. Christian en a parlé. Ce n'est pas par hasard. Être attentif à son environnement extérieur, c'est être en capacité de survie et de résilience. Être hyper à l'affût de ce qui se passe autour, c'est une raison d'être et c'est une des grandes règles du vivant. Et donc, il faut de temps en temps respirer, relever un peu la tête, aller voir des gens un peu bizarres qui ne font pas tout à fait le même business que vous. Ils vont avoir des idées pour vous. Ils vont avoir des solutions. Eux n'ont pas forcément pensé à vous et vous n'avez pas forcément pensé à eux. Et donc, voilà, moi, c'est ce que j'aime bien faire à travers Biomime Expo, créer des rencontres parfois un peu improbables. Et parfois, ne considérez pas que vous partez d'une feuille blanche. Il y a souvent des expérimentations, des solutions, des trucs qui ont été lancés par ailleurs. Donc, gagnez du temps et de l'argent en vous connectant au réseau. Merci beaucoup Alain et merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir donné autant de matière à penser et inspirer en ce début de journée. Et effectivement, rendez-vous à la Biomime Expo, y compris si vous voulez rencontrer en personne plusieurs de nos intervenants, si ce n'est tous. Je crois que c'est le prochain grand rendez-vous. Donc en tout cas, un grand merci, y compris aux participants. Et on vous transmettra sans faute le replay et le support de présentation. Donc en vous souhaitant une excellente journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Belle journée, merci, au revoir. Merci à tous. Merci, Merci, au revoir.